Bienvenue sur le podcast Parlons peu, parlons perles. Vous allez tout savoir sur les perles fines ou de culture à travers le monde sous forme d'une histoire. Que vous connaissiez déjà ce métier, que vous aimiez les perles, la Polynésie ou tout simplement la mer, ce podcast est fait pour vous. Je suis Nathalie Legloaec, experte en perles de culture et fondatrice de la marque Aux Perles du Paradis. Je vais vous faire découvrir la perliculture et la vie sur une ferme perlière. La Polynésie française est constituée de 5 archipels et de 118 îles. Alors pourquoi ne cultive-t-on des perles que sur certaines îles ou certains atolls ? Cet épisode va aborder les spécificités géographiques, écologiques et économiques de la perliculture polynésienne qui font de la perle de Tahiti un véritable patrimoine et joyau à préserver et à chouchouter. Alors, savez-vous que 96% des fermes perlières sont situées dans l'archipel des Tuamotu-Gambier. Cet archipel est au plus près à 400 km de Tahiti et au plus loin à 1700 km au sud-est. Donc, la répartition de cet archipel est absolument incroyable et les fermes perlières sont réparties un peu partout dans cet archipel, dans 23 atolls exactement. Je vous rappelle qu'un atoll est une couronne récifale constituée de petits îlots, de petits motus qui sont quasiment collés les uns aux autres. Un bras de mer passe entre les terres qui restent encore en surface à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc 23 atolls sont concernés par la perliculture dans l'archipel des Tuamotu-Gambier et 4 îles aux îles sous le vent et à Tahiti. Pour parler chiffres, vite fait, en 2022, 7 millions de perles ont été contrôlées par la cellule de contrôle de la qualité de la perle après production à Tahiti, service dépendant du gouvernement. Donc 7 millions de perles ont été contrôlées, ce qui représente à peu près 9 tonnes de perles, pour avoir une idée. Et 1600 tonnes de coquilles d'huîtres ont été exportées. Parce qu'évidemment, tout est parti de la coquille de l'huître. On se rappelle, il y a quelques années, quelques dizaines et centaines d'années, l'huître perlière était simplement connue pour sa nacre, la qualité de sa nacre, très irisée et très demandée pour faire de la marqueterie ou encore des boutons de chemise. Alors concrètement, en 2022, ils étaient 334 producteurs de perles, c'est-à-dire 334 fermes perlières, et 492 producteurs d'huîtres perlières répertoriés. Alors évidemment, on peut être producteur de perles et producteur d'huîtres perlières. Nous avons déjà vu ça. Certains collectent uniquement des larves d'huîtres pour collecter des naissains et avoir des huîtres perlières qu'ils vont vendre à des fermes perlières. Il y a des atolls spécifiquement. L'atoll où j'ai vécu, l'atoll de Hae, est un atoll qui est très très bon et très connu pour ça. Il collecte énormément. C'est-à-dire que les larves des huîtres, les larves qui sont pendues dans le lagon, sont collectées sur des collecteurs. Et c'est un atoll qui est vraiment très très réputé pour ça. Donc cet atoll vend aux atolls voisins ces huîtres dont chacun a besoin évidemment pour la greffe et ensuite la récolte. Alors 7 millions de perles, 334 producteurs, ça veut dire que en moyenne sur toute la Polynésie, sans regarder qui sont les plus gros et qui sont les plus petits, en moyenne une ferme perlière va produire 21 000 perles. Alors, sachant que si vous demandez aujourd'hui une concession maritime ou l'agrandissement de votre concession maritime, on ne vous donnera jamais plus de 50 hectares et un nouveau quota a été établi. Vous ne pouvez plus dépasser 2500 perles à l'hectare. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, nous avions une concession maritime de 2 hectares. Ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 2017, nous ne pourrions plus vendre plus de 5000 perles sur notre ferme perlière. Alors vous me direz, c'est déjà pas mal, 5000 perles. Bon, je ne crois pas que 5000 perles soit assez rentable pour amortir tous les frais
inhérents à la production de ces perles-là sur 4 ans. Mais nous y reviendrons. Alors, on a vu que 7 millions de perles qui pesaient 9 tonnes sont sorties en 2022, ont été récoltées en 2022. Et où est-ce qu'on les trouve? Où est-ce qu'elles naissent le plus? Eh bien, pour près d'un tiers d'entre elles, elles naissent dans les Gambiers. Les Gambiers, ce sont ces atolls et îles qui sont vraiment situés à 1700 km de Tahiti. Donc c'est assez loin, au sud-est. L'eau y est plus fraîche et la perliculture fonctionne très très bien. Donc ils ont récolté 2,3 millions de perles sur les Gambiers. Et au Tuamotu, vous me direz, eh ben écoutez, l'atoll le plus perlicole des Tuamotu, c'est l'atoll d'Arutua, qui a sorti 2 millions de perles en 2022. Et je suis très heureuse d'avoir connu cet atoll justement il y a quelques années, parce que c'est un atoll très perlicole, alors qui ne collecte pas du tout, qui achète toutes ses huîtres ailleurs justement. Mais il y a 80 fermes perlières et ça marche du tonnerre. Il y a des fermes qui appartiennent beaucoup à une même famille, mais chacun travaille beaucoup. Et il y a des fermes perlières et en parallèle des parcs à poissons très rentables. Et c'est vraiment un bonheur de vivre sur cet atoll. Donc 28% des perles sont récoltées sur l'atoll de Arutua, qui est à 400 km, lui, de Tahiti. Ça vous situe quand même les atolls et les îles. C'est vraiment en plein milieu du Pacifique et on est un petit peu isolé. Alors, c'est très beau. Les lagons sont très turquoises. Les motus sont plutôt jolis avec des cocotiers. À Arutua, sur le motu du village, il y a énormément d'arbres. Et ce qui m'a toujours fascinée, parce que là où j'habitais sur le petit motu à Ae, il y avait des cocotiers et des arbres qu'on appelle aito en tahitien, c'est du bois de fer, et c'est tout. Bref, nous n'avions pas d'arbres fruitiers. Mais je m'égare, revenons à nos perles. Alors, est-ce que tous les atolls peuvent être perlicoles? Eh bien, écoutez, non. En fait, il y a des atolls qui ne sont pas tellement faits pour la perliculture, soit par exemple parce qu'ils n'ont pas de passe assez grande. Et franchement, là, ça complique l'affaire parce que nous avons besoin d'être ravitaillés par des goélettes qui viennent une fois par semaine sur l'atoll et au village, au quai ou en mer. Et ensuite, ce sont des barges qui amènent le matériel de la goélette jusqu'au quai du village. Bref, nous avons besoin de ravitaillement en nourriture, bien évidemment, parce qu'au Tuamotu, eh bien, nous pêchons et nous mangeons du riz, mais de temps en temps, c'est quand même sympathique de manger autre chose. Par exemple, nous faisons venir aussi toutes les marchandises pour équiper une maison de Tahiti. Et évidemment, tout le matériel dont on a besoin pour fabriquer la ferme perlière, notamment le phare et greffe, viennent de Tahiti et on importe tout ça. Donc ces goélettes sont absolument indispensables dans la vie d'une ferme perlière et c'est pour ça que les atolls qui n'ont pas une passe assez grande pour accepter l'arrivée d'une goélette, ça va être vraiment compliqué de créer quelque chose. Il y a des atolls qui sont aussi trop profonds. C'est pas facile d'y installer des corps morts parce que le fond est bien au-delà de 30 ou 40 mètres. La profondeur moyenne des atolls où il y a beaucoup de fermes perlières. C'est encore facile de descendre à 30-40 mètres quand on fait de la plongée bouteille. Au-delà, ça devient vraiment compliqué. Ou certains atolls n'ont jamais été vraiment habités, où les gens qui y habitent n'ont aucun attrait vers la perliculture. Donc ça se fait assez naturellement en fait. Alors évidemment, la perliculture, comme on a déjà vu ça, nous fait travailler avec des huîtres dans des lagons. Donc la vie pourrait être magnifique. Sauf que la perliculture est un métier qui utilise énormément de matière en plastique pour travailler avec les huîtres. Et c'est un véritable problème, puisque maintenant, donc ça fait plus de 60 ans que des fermes perlières travaillent dans les Tuamotu et les Gambiers. Et les lagons commencent vraiment à souffrir. Pour certains, souffrent depuis 2014. Par exemple, je pense qu'il y a un atoll qui s'appelle Takaroa. Et
Peut-être y avait-il une trop grande concentration d'huîtres, beaucoup trop d'huîtres pour la surface du lagon, un peu trop de plastique, de déchets plastiques dans le lagon. Bref, une algue s'est développée, on appelle ça un bloom d'algues, et qui a mis à mal la vie du lagon, sous l'eau évidemment. Et donc cet atoll qui était très très perlicole, c'est-à-dire qu'on pouvait y collecter énormément des millions et des millions d'huîtres, et donc cet atoll approvisionnait les voisins en huîtres perlières, en bébés huîtres, dont je vous ai déjà parlé. Eh bien, ça n'a plus été possible pendant des années. Bon, peu à peu, la nature reprend le dessus, mais on voit l'impact de la surpopulation, de la densité trop importante des huîtres à l'hectare. Et c'est pourquoi le pays, la Polynésie française, a vraiment travaillé en 2017 à remettre tout cela à plat pour créer notamment des comités de gestion, c'est-à-dire qu'on va au plus près des gens dont c'est le métier. Chaque atoll a un comité de gestion désormais avec un président et les perliculteurs ont des réunions régulièrement pour faire remonter leurs desiderata ou les problèmes que peuvent connaître les atolls. Et ça, c'est très bien parce que pour travailler sur les enjeux écologiques et environnementaux, pour pérenniser le métier, c'est ça l'objectif quand même, c'est de rester travailler sur son atoll. Et il n'y a rien de mieux que de travailler avec les perliculteurs et chacun sur son atoll, parce que qu'on soit à Aroutoua par exemple, au Tuamotu du Nord-Ouest ou au Gambier, ça n'est pas la même chose, nous n'avons pas les mêmes problèmes. En 2017, il a été aussi établi un plafond écologique. De quoi ça parle ? En fait, là aussi, sur certains atolls, il n'y a pas besoin de ce plafond écologique parce qu'il y a 3 fermes perlières. Mais comme je vous disais tout à l'heure, par exemple sur Aroutoua, où il y a beaucoup de monde, 80 fermes perlières, sur l'atoll de Hae, où j'étais, moi quand j'y étais, on était plus de 100 fermes perlières, il est important aujourd'hui de bien vérifier qu'il n'y a pas trop d'huîtres dans le lagon, qu'on n'est pas en saturation de lagon, parce que je vous ai déjà expliqué que les huîtres ont besoin d'une bonne oxygénation, mais aussi d'une bonne alimentation. Et s'il y a trop d'huîtres, ça peut poser des problèmes de saturation et créer un bloom d'algues comme on a vu à Takarawa. Donc, la perliculture qui utilise beaucoup de plastique pour travailler, puisque tous les bouts sont en matière plastique, les bouées évidemment en matière plastique, et les collecteurs encore pire, c'est vraiment le pire du pire, dans cette matière lombrière qui est faite de plastique aussi, tout ça se délite au fil du temps et pollue les lagons. Donc il est vraiment important aujourd'hui, et les autorités se sont emparées de ce dossier, des actions ont été mises en place, comme par exemple mettre des big bags à la disposition des perliculteurs sur chacun des atolls, pour inciter les perliculteurs à jeter dans ces big bags tout ce dont ils n'ont plus besoin, parce qu'avant, et encore certains aujourd'hui, jettent tout ça au fond du lagon. C'est-à-dire qu'il suffit d'enlever les bouées pour que les stations de collectage ou d'élevage dont on n'a plus besoin coulent. Et ça, c'est une catastrophe qui peut être vraiment importante et qui peut provoquer, encore une fois, un bloom d'algues, par exemple. Mais ça peut avoir d'autres conséquences et ça pollue à jamais le lagon. Donc on n'a pas envie d'arriver là, puisque c'est important qu'économiquement, les gens restent vivre au Tuamotu et travailler sur place, ce qui est le désir le plus cher des générations qui arrivent encore, bien évidemment. Alors, il faut faire attention à ce qu'on peut gérer, c'est-à-dire le plastique, comme je vous disais, avec lequel on travaille. Donc, les instituts de recherche, et il y en a beaucoup en France, et c'est une chance, travaillent énormément sur l'amélioration des techniques, mais aussi des matériaux utilisés, et notamment au niveau des collecteurs. Viennent de sortir de nouveaux collecteurs qui vont être beaucoup plus durables et ne plus polluer comme les ombrières peuvent polluer. Donc chacun travaille tous les ans, un nouveau programme est mis en place, c'est un programme de recherche qui fait en sorte d'améliorer la vie des perliculteurs et surtout la vie du lagon, puisque c'est important de ne pas polluer avec trop de plastique, parce que l'huître qui filtre l'eau toute la journée
va absorber ces plastiques, les poissons et tous les êtres vivants du lagon également. Donc on fait attention à ça. Depuis 2017, les comités de gestion travaillent très régulièrement là-dessus pour éviter que la perliculture ne soit plus possible dans les lagons, parce que si rien n'est fait, et ben à terme, c'est ce qui peut absolument arriver. Autre initiative qui m'avait semblé vraiment très intéressante quand j'étais sur l'atoll d'Arutwa et notamment au village, c'est qu'aujourd'hui, devant chaque maison, il y a 3 paniers. Alors, dans un panier, on récupère les canettes. Dans un autre panier, on récupère les bouteilles d'eau, les bouteilles en plastique. Et dans un 3e panier, le verre. Après, il y a une poubelle où on met tout le reste. Alors, ces paniers sont régulièrement ramassés par la mairie, sont concassés et ensuite tous les déchets sont transférés sur Tahiti. Un camion benne récupère les autres poubelles et amène tout ça une fois par semaine sur un motu poubelle, un îlot dédié aux poubelles. Alors, c'est déjà mieux que de jeter dans l'océan, mais tout à fait honnêtement, il reste encore beaucoup de travail à faire pour que toutes les vieilles machines à laver le linge, les télévisions, enfin tout l'électroménager qui sont dans les maisons, par exemple, et qui ne fonctionnent plus, il faudrait que tout ça reparte sur Tahiti pour être recyclé. C'est mieux qu'il y a quelques années, parce que quand j'habitais sur l'atoll de Hae, il n'y avait strictement rien. C'est-à-dire que chacun se débrouille sur les motus, sur les îlots comme au village, pour gérer ses déchets plastiques et ses déchets tout court en fait. Et souvent, ce qui était fait, c'est que les déchets étaient mis dans un sac en plastique poubelle, comme on fait tous chez soi, et c'était jeté dans l'océan. Oui, il n'y avait pas d'autre solution. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout ça est vraiment pris en charge ? Je l'espère. En tout cas, nous réfléchissions vraiment concrètement. Quand je faisais les courses, par exemple, quand j'allais à Tahiti faire les courses pour ramener sur le motu, je prenais le moins de plastique possible parce que qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors nous, on avait décidé de brûler parce qu'il était hors de question de jeter dans le lagon ou dans l'océan. Rien, en fait, quelle que soit la nature du déchet, on ne jetait rien. Donc on brûlait, mais ça n'est pas terrible non plus parce que ça crée le trou dans la couche d'ozone. Donc c'est vraiment un sujet important. Donc tout le monde s'empare aujourd'hui en Polynésie parce que si on veut que le métier perdure, c'est un sujet sur lequel on ne peut plus faire l'impasse. Alors pour terminer, on va voir un petit peu le contexte économique, les chiffres qui sont produits par la perliculture. Alors c'est la 2e ressource du pays, après le tourisme. Le tourisme représente 9% du PIB local. Bon, la perliculture a perdu un peu de sa valeur ces dernières années, puisqu'en 2000, on gagnait 4 fois plus de sous grâce à la perliculture. Ça représente aujourd'hui moins d'1% du PIB. Ce qui est quand même fou, c'est qu'en 30 ans, selon les chiffres de l'Institut de la statistique de Polynésie française, les exportations de perles nues ont été multipliées par 4 en poids, donc on a 4 fois plus de perles en poids, mais la valeur a été divisée par 5. Ça veut dire qu'on travaille 4 fois plus pour gagner 5 fois moins. Et c'est pour ça que aussi les quotas ont été mis en place et c'est pour ça qu'une nouvelle politique tend à être mise en place depuis ces dernières années pour essayer d'inciter tout le monde à faire de la qualité et non plus de la quantité. Parce que c'est clair que le marché international peut absorber cette production qui n'est pas finalement si énorme par rapport aux productions de perles chinoises ou d'ailleurs. Mais ce que veut le marché aujourd'hui, et ça c'est non négociable, c'est de la perle de qualité. Ce qui se vendra toujours extrêmement bien à la valeur que veut le perliculteur, c'est la perle de qualité. Il ne faut pas inciter les gens à produire des rebuts. Des rebuts, ce qu'on appelait avant des rebuts, je vous ai expliqué, il n'y a plus, maintenant ce terme-là n'existe plus, on appelle ça une qualité E, c'est-à-dire que ce sont clairement des perles ratées et on pourrait en faire autre chose, et notamment des produits cosmétiques ou pharmaceutiques, mais on a décidé d'autoriser la sortie et la vente
des rebuts, donc ce que j'appelle toujours rebuts, je m'en remets pas en fait de cette qualité E aujourd'hui. Euh, on a autorisé la sortie des rebuts parce que beaucoup de gens avaient en stock énormément de rebuts. Donc bon, même si on vend ça 1 euro, ben, si on a 1 million de perles en stock, ça fait 1 million d'euros. Mais je trouve personnellement que ça dégrade le marché et surtout ça dégrade le nom de marque Perles de culture de Tahiti. On a, sur une récolte, on a très très peu de magnifiques perles, mais ces perles-là doivent rapporter un maximum. Si on n'a que 2 ou 3% de très belles perles et qu'à côté on a vraiment un lot dégradé avec plein de rebuts, tant pis pour les belles perles, elles seront achetées à un prix moyen qui est vraiment très très faible. Donc essayons de tendre vraiment vers la qualité, c'est-à-dire des belles couleurs, puisqu'on a des huîtres en Polynésie qui proposent de la nacre multicolore, et surtout un très beau lustre, une bonne épaisseur de nacre. Donc même si le contrôle n'est plus obligatoire après la sortie des perles, c'est-à-dire 0,8 mm, ça n'est plus obligatoire, mais c'est fortement conseillé. Et d'ailleurs, énormément de fermes perlières l'ont compris et continuent à travailler extrêmement bien, parce qu'une perle qui est très lustrée et qui a une belle qualité de surface et qui a des belles couleurs, ces fermes-là n'ont absolument aucun problème pour vendre leurs perles. Elles ont juste un problème pour savoir à qui elles vont vendre, parce que elles sont très 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 sollicitées. Donc tant mieux pour elles. Alors, qui sont les plus gros perliculteurs en Polynésie ? Écoutez, le plus connu, c'est Monsieur Robert Van, toujours aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais c'est vrai que c'est lui qui a fait beaucoup pour la promotion de la perle, en la commercialisant à travers le monde. Encore aujourd'hui, il est très actif. Je vous remercie sincèrement de votre écoute et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour nous suivre dans cette aventure. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur nos réseaux sociaux tels qu'Instagram, Facebook et LinkedIn, @auperlesduparadis. N'hésitez pas à partager ce podcast et à nous faire part de vos idées ou de vos questions. Vous pouvez également découvrir notre collection sur la boutique en ligne et regarder des photos de notre installation, mais aussi découvrir tout le monde de la perliculture sur notre site auperlesduparadis.com. Alors, parlons peu, parlons perles!